Bon matin, Eric Sabat, cardiologue à Longueuil, donc en route vers ma garde avec une bonne demi-heure de route. Je me disais que ne trouvant pas d'autre temps peut-être pour répondre à certaines questions, je voulais faire le point aujourd'hui pour réviser un peu où est l'état des connaissances, où est l'état des choses aujourd'hui, en particulier à Montréal. Donc depuis déjà plusieurs semaines, on bénéficie d'un calme dans les centres hospitaliers, très peu de cas de la maladie hospitalisée. On en a vu peut-être 5 ou 6 dans les dernières 2 semaines à Pierre-Boucher, alors qu'il n'y en avait quasiment pas auparavant. Mais ils sont diagnostiqués et gardés peu longtemps, donc il n'y a pas eu de cas critiques. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Et dans la population aussi, 100 à 150 cas par jour de façon très stable. Ça contraste avec ce qu'on voit en Europe où les jeunes sont plus nombreux quotidiennement à être infectés. Alors, je sais pas, on critique beaucoup actuellement les jeunes, mais il y a quelque chose qui doit bien se faire au Québec, puisque les cas restent de façon très raisonnable contrôlés chez nous. Alors donc ça c'est pour indiquer simplement que malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, malgré les remarques ministérielles, bravo, on doit suivre quand même assez bien les recommandations sanitaires pour en être là. Et d'autres qui prétendent que ça n'a rien à voir avec les recommandations sanitaires, ça j'en doute, parce que c'est facile de voir que lorsqu'il y a un relâchement dans beaucoup d'endroits, lorsqu'il n'y a pas de suivi strict comme aux États-Unis initialement, les cas explosent. Alors donc bravo, et puis je vais en profiter donc pour résumer un peu les connaissances que nous avons jusqu'à présent. Alors on m'a demandé vraiment de réviser un peu ce que nous savons, de parler un peu de les études, pourquoi il y a eu tellement de critiques par rapport aux études. Bref, sommairement de tenter de résumer ce qu'il y en est. Donc premièrement, vous savez, il s'agit d'un coronavirus. La raison pour laquelle je précise qu'il s'agit d'un coronavirus, c'est qu'il ressemble morphologiquement à des virus de la même famille qui bien souvent ne donnent qu'un simple rhume. Il n'y avait que 2 autres virus de cette famille qui donnaient des maladies sévères, alors que les 4 ou 5 autres de la famille qui touchent les hommes donnent des simples rhumes. Donc ce virus ressemble à d'autres, et parfois notre système immunitaire peut donc interagir. Si on a fait une infection virale par un autre coronavirus récemment, il est possible que ça nous aide à combattre le SARS-CoV-2 actuel, parce qu'on appelle une immunité croisée. Alors ça, c'est une possibilité. La preuve n'est pas faite, mais c'est une des suppositions qui prétend et qui expliquerait la variabilité énorme que nous avons sur les présentations cliniques de ce virus dans la population. Donc, il fait partie d'une famille où il y a d'autres membres qui lui ressemblent. Ça, c'est une première chose. On a identifié ensuite sa manière de pénétrer dans nos cellules. Il s'agit d'un récepteur qu'on appelle le récepteur ACE2. Et ça, c'est important. C'est le même récepteur que le SRAS à l'époque. Mais actuellement, ce récepteur ACE2 est un récepteur à la surface des vaisseaux sanguins que nous connaissons bien en clinique. Certains médicaments également utilisent ce récepteur pour leur mode d'action. Et l'occupation de ce récepteur va, disons, occasionner un désordre dans le mécanisme des vaisseaux sanguins. Et les vaisseaux sanguins, comme vous savez, sont responsables du déclenchement d'une réaction d'inflammation. Donc quand il y a une bactérie ou un virus qui circule et qui est reconnu dans le vaisseau, un déclenchement de plusieurs substances se libère pour aller lutter et se débarrasser de cette bactérie, par exemple. Et donc la réaction immunitaire débute dans les vaisseaux sanguins, mais également la réaction de coagulation débute dans les vaisseaux sanguins. Donc plusieurs mécanismes dans la paroi des vaisseaux qui déclenchent la coagulation sanguine, principalement lorsque le vaisseau est blessé. Donc lorsqu'on a une coupure, bien sûr, c'est le but premier, mais également en réaction à certains agents infectieux, il peut y avoir un déclenchement
disons, inappropriée de coagulation dans le sang. Et c'est un peu ce que ce virus va occasionner dans un petit nombre de pourcentage de patients, spécifiquement parce qu'il pénètre par ce récepteur particulier. Clairement, si on pouvait bloquer sa pénétration par ce récepteur, on verrait une amélioration notable des complications vasculaires. Alors, ça c'est important d'avoir identifié cela, mais les études sont encore en cours, on n'a pas vraiment de pistes pour bloquer la pénétration du virus. L'hydroxychloroquine est un des produits qui, in vitro, c'est-à-dire dans les laboratoires, lorsqu'on l'étudie dans les éprouvettes, peut diminuer la pénétration du virus dans les cellules. Actuellement, les études randomisées et les méta-analyses des études observationnelles sont plutôt neutres pour l'hydroxychloroquine et quoi qu'elle soit utilisée dans plusieurs pays de manière ouverte, elle n'est pas recommandée en Amérique par les grandes agences, elle n'est pas recommandée non plus en Europe par les grandes agences et bien sûr vous connaissez la polémique. Alors donc le deuxième point qu'on connaît du virus, c'est sa pénétration et ça explique également son mécanisme d'action que l'on comprend de plus en plus. Troisième point, les études d'autopsie, quand les gens ont la forme sévère et décèdent après un passage aux soins intensifs, eh bien démontrent réellement que l'atteinte des différents organes se fait beaucoup par des micro-thrombus, donc par des phénomènes dans la circulation qui vont toucher les organes. Pas tellement parce que le virus pénètre dans les tissus, mais plutôt par le fait que plusieurs caillots se sont éparpillés dans nombreux tissus du corps et donc les conséquences vont être apparentes quand on fait des autopsies et des fois on ne suspectait pas avant le décès que tel ou tel organe était atteint, mais on voit quand même des thrombus dans ces organes-là. Dans la même veine, les gens qui survivent à la Covid-19 et qui ont eu une maladie plus ou moins grave, on voit maintenant également des séquelles au niveau de leurs organes quand on fait des imageries, par exemple des images pulmonaires ou des images cardiaques. On peut voir qu'il y a eu séquelles, même s'ils n'ont pas eu des manifestations évidentes. Et on ne sait pas qu'est-ce que ces séquelles visibles veulent dire pour le futur. Je vous donne un exemple. S'il y a eu un peu de dommages au niveau du cœur, sans que la personne s'en ait rendu compte, sans que ça n'a occasionné de problèmes actuels, est-ce que ça peut dans le futur déclencher des problèmes électriques du cœur, comme d'autres conditions peuvent le faire à bas bruit? C'est possible, donc on ne le sait pas. L'autre chose, la pénétration au niveau cérébral par le nerf olfactif avec la perte de goût et d'odorat. Est-ce qu'il y a une pénétration au niveau du cerveau? Est-ce qu'il se peut que ce virus reste dormant dans certaines cellules et se réactive par la suite? Ça aussi, on ne le sait pas. Ce qu'on sait maintenant plus récemment, c'est qu'il y a de plus en plus, quoique ça reste très limité, je vous dirais qu'il y en a moins d'une dizaine de cas là qui sont bien documentés, mais il existe des documentations de réactivation ou de réinfection. On ne sait pas. Présentement, on pense que c'est plus de la réinfection que de la réactivation. Un cas, disons, bien documenté qui va être publié sous peu, mais qui a été présenté en Californie. Un jeune homme d'une quarantaine d'années a eu sa première infection avec des symptômes au mois de mars ou avril. Et puis, il a testé 2 fois négatif par la suite, comme on faisait là pour documenter que le virus était parti. Et récemment, au mois de juin, il a été réinfecté, il a refait de la fièvre, il a eu une maladie en fait plus grave que la première fois, nécessitant de l'oxygène, mais pas d'intubation. Et l'étude génétique sur le virus a démontré qu'il s'agissait pas exactement du même génome viral, pas exactement du même ARN viral, donc une légère mutation du virus SARS-CoV-2 dans son cas a fait en sorte que
son immunité ne l'a pas reconnu et ne l'a pas combattu normalement pour éviter une deuxième maladie. Bon, voilà la garde. Alors donc, encore là, ce genre de phénomène n'est décrit que dans quelques cas. Et la plupart des cas où ça a été décrit avant celui-ci, les réinfections ont été moins fortes que l'infection initiale. Les gens ont été moins malades. Celle-ci, ce cas-là aux États-Unis, qui sera publié sous peu, c'est la première fois qu'on voit qu'une réinfection a rendu la personne plus malade. Alors, à ma connaissance, il n'y avait pas de description de mutation majeure du SARS-CoV-2 à date, mais il y a des mutations mineures. Et puis, peut-être que la surprise, c'est que d'habitude, on s'attend à ce qu'une mutation mineure n'affecte pas la réponse immunitaire, qu'on puisse reconnaître le virus malgré tout et s'en débarrasser vite, plutôt que d'avoir de la maladie. Alors, il semble, voilà, que dans ce cas-là, ce soit un cas assez bien documenté de réinfection par une forme un peu différente qui a occasionné cette maladie. Alors, quelles sont les implications? Ben, écoutez, les implications sont les suivantes. C'est qu'on continue à dire le message clé de tout ça. On ne connaît pas le long terme de cette condition. Et c'est tout. Ça, c'est le message clé qui fait qu'on continue à se protéger, qui fait qu'on continue à faire de la recherche et qui fait qu'on continue à espérer trouver une solution plutôt que de dire ce virus est banal, ce virus est passé, c'est terminé. C'est pas vrai tout ça. Ce virus n'est ni banal, n'est ni passé, n'est ni terminé. Ce qui est clair, c'est que effectivement, je pense que la population à risque a été échaudée lors de la première vague et se protège bien actuellement. Et on a affaire donc à des gens moins malades qui s'exposent maintenant de façon imprudente et qui contractent le virus, et ça ne s'accompagne pas d'hospitalisation et ça ne s'accompagne pas d'une courbe de décès qui augmente. Alors tant mieux pour ça, on augmente l'immunité de la population, mais c'est pas vrai qu'on peut donner le feu vert à tous les gens de s'exposer, parce qu'il y a une loterie là-dedans et il y aura toujours un jeune en santé, et j'en connais, je pourrais même l'interviewer pour vous. On a eu un infirmier dans la trentaine à Pierre-Boucher qui avait aucun problème de santé et qui vit avec des séquelles de sa Covid qui sont encore présents plusieurs semaines après. Alors donc il y a une loterie, il y a des gens qu'on ne peut pas prédire et qui auront la forme sévère. Et bien sûr, si nombreux jeunes sont infectés, inévitablement des gens plus fragiles vont être infectés subséquemment. Alors on ne peut pas ouvrir et arrêter les protections sanitaires à ce stade-ci, puisqu'on ne comprend pas bien cette maladie tout simplement. Les traitements qui ont fait preuve à date sont pas nombreux. Alors le remdesivir a démontré qu'il, en forme intraveineuse chez les patients les plus malades aux soins intensifs, il raccourcit le temps de l'infection et le temps du passage aux soins, mais il ne diminue pas la mortalité, avec un coût significatif médical. Donc il est utilisé de façon sporadique dans les cas les plus sévères. La dexaméthasone, qui est une forme de cortisone, elle, administrée aux soins intensifs chez les patients qui ont la maladie, elle a démontré un bénéfice pour réduire la réaction inflammatoire et pour diminuer la mortalité. Et elle, systématiquement, elle est donnée présentement. Les médicaments pour éclaircir le sang n'ont pas été démontrés en études à double aveugle, en études comparatives, mais ils sont utilisés intuitivement, étant donné qu'on comprend un peu les complications potentielles de cette maladie. Ils sont utilisés intuitivement, toujours en faisant attention du risque de saignement de chaque patient. Donc ça, c'est fait présentement sans qu'on ait la certitude que c'est la chose à faire. Les plasmas de patients qui ont guéri contiennent des anticorps. Alors, on a quelques données, mais qui ne sont pas randomisées, qui ne sont pas comparées au placebo. On a des données qui sont, disons, encourageantes, et la FDA a permis l'utilisation de ce genre de plasma
avant même d'avoir des données randomisées. Alors ça, c'est utilisé dans certains centres. Je ne sais pas si c'est universel ou dans les cas les plus malades, mais c'est encore dans le domaine de la recherche parce qu'on n'a pas des données certaines randomisées. Et donc, je ne dirais pas que je suis en faveur de ça, comme je ne suis pas en faveur de l'hydroxychloroquine pour les mêmes raisons que les données randomisées ne sont pas disponibles. Même si la FDA a autorisé l'utilisation exceptionnelle, il faut être prudent. Les vaccins arrivent bientôt, et ça, il y a beaucoup d'espoir mis là-dessus. Alors, le fait de voir des mutations apparaître, qu'est-ce que ça veut dire pour le vaccin? Ben, on espère que le vaccin réellement va couvrir une bonne partie de la capsule du virus pour qu'il soit reconnu, même s'il y a des mutations mineures, qu'il puisse être reconnu. Ce qu'on sait, c'est que les vaccins étudiés actuellement entraînent une plus grande réaction immunitaire, une plus grande réponse d'anticorps plus élevée que la maladie elle-même. Donc probablement que s'il y a une immunité à la base d'anticorps, elle va être plus durable avec ces vaccins qu'après la maladie, surtout s'il y a eu peu de symptômes de la maladie. Mais il y aura probablement la nécessité de faire des rappels si on voit le taux d'anticorps baisser après pour pouvoir poursuivre l'immunité. Alors on est encore dans une énigme. Vous comprenez que ça ne va pas être réglé sous peu. Même si un vaccin apparaît cet automne, qui va le prendre, à qui va-t-on le donner en premier? D'après moi, c'est au personnel de la santé, aux gens les plus à risque. Et puis, on verra ensuite, on espère qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. Bien sûr, il y en a beaucoup qui vont se lancer avant même d'avoir des études à long terme des vaccins. Ça, c'est clair. Mais c'est l'espoir que nous avons pour voir cette pandémie, disons, s'éteindre. C'est-à-dire qu'il y a un bon contrôle des infections en milieu hospitalier pour qu'il n'y ait pas d'éclosion hospitalière et qu'on puisse contrôler donc dans la population le risque d'avoir d'autres éclosions. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire pour le présent. On continue ce qu'on fait, on le fait bien ici au Québec. Si on peut maintenir ça pour cet automne, peut-être qu'il y aura moins de grippe que d'habitude par le port des masques et peut-être qu'on n'aura pas ce boom chez les jeunes que nous voyons en Europe parce que pour le moment, ça se maintient bien. Les écoles, c'est un challenge. On voit qu'il y a quelques éclosions déjà dans la première semaine de l'ouverture, donc les écoles doivent être très alertes pour éviter des éclosions plus importantes et on va voir, on est en pleine exploration, en pleine expérimentation. Et le dernier message que j'avais dit un peu plus tôt cette semaine, c'est que on ne peut pas se permettre d'avoir des hôpitaux qui débordent parce qu'on ne saura pas où mettre les patients en isolement. On ne saura plus où les mettre. Présentement, ma garde, il y a des patients un peu partout dans les corridors, ça déborde et on n'est même pas en période ni de grippe, ni de virus respiratoire autre et certainement pas de Covid. Alors, c'est pas évident si on a vraiment une vague de grippe et une vague de Covid qui s'ajoute. J'ai aucune idée où vont être mis les patients dans les corridors et j'ai aucune idée quel va être l'impact physique et mental sur le personnel de la santé qui, je vous le jure, on travaille comme des fous. Les gens ne se rendent pas compte, ils disent mais ça fait des années qu'on est débordé. Mais alors ajoutez à ça le fait qu'on doive chaque patient qui rentre les considérer comme suspect le moindrement qu'il y a un des symptômes de Covid et on sait que le Covid touche plusieurs organes, donc beaucoup de gens sont considérés suspects parce que on ne peut pas se permettre d'en échapper un aux étages. On ne peut pas se permettre d'en échapper un aux étages. Si on en échappe un aux étages, on va condamner un étage complet. On va envoyer à domicile un bloc d'infirmiers. On va envoyer à domicile des médecins. Donc, vous voyez l'implication. C'est pour ça que le niveau d'effort mis, même en l'absence de Covid, est énorme depuis le début de cette pandémie. Alors, c'est le message simple, clair.
Et puis, je vous souhaite de poursuivre ce que vous faites et continuez à me donner du feedback, me poser des questions, j'apprécie énormément. Et si je peux vous interviewer l'infirmier de 30 ans pour vous faire réaliser que le Covid, c'est pas juste le comptage des décès, mais c'est bel et bien une maladie qu'on apprend à connaître et qui peut laisser des séquelles à plus long terme. Je vous le ferai interviewer. Moi-même, je connais pas le détail de son histoire, mais je vais l'apprendre en même temps que vous. Salut, bonne journée.